Vous êtes en direct sur la www.radiolissolo.com. Tu es un leader. Je suis un leader. Je suis un leader dans ce que je fais. Analyser sans passion, sans parti pris ni émotion. Je suis l'avenir. Car l'émotion, le parti pris et la passion sont les ennemis du débat. Je suis un leader. Seule une analyse avec raison nous propulsera vers l'avenir. Nous sommes de cette génération des leaders. Une émission de la www.radiolissolo.com. Présentée par Soleil Pouloulou. À 21h passé de 7 minutes. Vous êtes bien branchés sur la www, Radio Lissolo, dans votre espace, votre émission de ce soir. Les leaders qui se retrouvent pour parler encore davantage pour ce qui touche bien évidemment la République démocratique du Congo, mais aussi le monde. Monsieur Diabanza Wazulu, bonsoir. Donc bonsoir encore. Moi Zulu Diabanza, porte-parole du MUDC. MUDC qui dit marron de l'unité, dignité et courage. Nous sommes une structure panafricaine qui aujourd'hui rassemble le fils et filles de notre chère et mère patrie l'Afrique qui ont essayé d'une manière ou d'une autre de traverser les frontières héritées de la colonisation. En l'occurrence, les frontières de 1885 établies lors de la conférence de Mala. Donc c'est une structure qui, sur le plan idéologique, disons, et sur le plan de la philosophie, existe depuis, mais sur le plan d'une structure organisée dans le sens d'un mouvement de réflexion qui s'est réuni pour réfléchir et qui rentre en action pour essayer, tant bien que mal, d'apporter une pierre dans cette lutte au combat noble que nous menons et qui nous a été transmise de génération en génération. Cette lutte pour la liberté de notre peuple et la libération de notre chère et mère patrie l'Afrique du joug du colonialisme, du joug de l'impérialisme occidental, mais aussi de l'esclavage perpétué. Nous essayons aujourd'hui sur la place parisienne de nous organiser dans ce sens en réflexion et en action, et si j'ose dire dans tout l'espace européen. Donc voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on peut présenter. IDC, c'est un mouvement qui existe et qui, bien évidemment, comme tout mouvement, je dirais que c'est un mouvement ouvert qui recrute, qui a aussi des visées, des projets, et vos projets sont d'ordre africain, parce que là, je me suis rendu compte que vous faites la différence quand même entre un mouvement panafricain et panafricaniste. C'est quoi réellement la différence pour que nous et les auditeurs puissent en avoir un peu plus d'éclairage sur ce point-là? À vous. Les tenants qui tiennent la définition panafricaniste sont pour nous ceux qui ont une lecture extérieure de l'Afrique, c'est-à-dire qui prennent le panafricanisme comme une idéologie qu'il faut apprendre, je ne sais pas, sous l'obédience des académies, comme une idéologie qui peut être partagée par ceux qui, soi-disant, ou disons au mieux, entre guillemets, qui aiment l'Afrique. Ce sont des militants panafricanistes. Ceux qui ne sont peut-être pas africains, qui sont accolés à l'idée de voir l'Afrique aller de l'avant. Ce sont ceux-là parfois qui ont l'habitude de faire la confusion entre l'union ou l'unité africaine et les panafricanismes au sens du terme. Quand nous disons que nous sommes un mouvement panafricain, nous nous alignons dans le sens du panafricanisme tel que tracé par nos pères. Mes pensées vont à Marcus Garvey, mes pensées vont à Georges Padmore, mes pensées vont au président cher Kwame Nkrumah. C'est pour nous une volonté de pouvoir d'abord sortir de la vision de frontières héritées de la colonisation pour donner naissance à une Afrique qui soit le fruit de notre propre réflexion et le fruit de nos entrailles. À la différence des panafricanistes qui peuvent aujourd'hui être dans des pays tels que les pays sont présentés de la manière héritée de la colonisation et qui parlent d'une forme d'union ou d'unité africaine. C'est là qu'on peut parler de panafricanistes. Mais les panafricains sont ceux qui sont rentrés dans la diapason, dans la dimension de pouvoir briser les frontières héritées de la colonisation pour aboutir à la création d'un seul État que nous appelons de tous nos voeux les États-Unis d'Afrique, qui reste jusqu'à preuve du contraire devant nos yeux comme une structure ou, disons, un outil capable et adapté de faire face à l'hégémonie occidentale et orientale qui aujourd'hui sévit dans notre chère et mère patrie l'Afrique. Raison pour laquelle vous voyez que nous avions le vocabulaire de dire et d'appeler souvent ce que les panafricanistes appellent le continent,
nous l'appelons la mère patrie africaine parce que le socle fondamental de notre idéologie en tant que panafricain est le nationalisme africain, qui est ces grands arbres, source de notre idéologie et source même de nos énergies, qui aujourd'hui capable de propulser notre chère mère patrie l'Afrique dans ses réelles dimensions. Quand vous dites que vous votez pour la mère patrie Afrique, la patrie d'Afrique, c'est par rapport au fait que la science nous apprend que l'homme est sorti d'Afrique, ou cela a d'autres idéologies derrière cela. Et lorsque nous disons la mère patrie Afrique, ce n'est nullement parce qu'on nous dit l'humanité sort de l'Afrique. Lorsque nous disons la mère patrie Afrique, c'est parce que nous nous inspirons du nationalisme africain. Le nationalisme africain qui veut que l'Afrique soit une patrie et non un continent bourré de pays hérités de la colonisation. C'est-à-dire nous nous inscrivons dans une logique de voir demain mettre sur notre patrie africaine un État. Doter la patrie, la mère patrie, un État. Parce que dans le sens contraire, si nous ne définissons pas l'Afrique comme étant la mère patrie, ceci dit que, ce qui nous va d'ailleurs nous basculer dans le thème de ce soir, nous attachons notre cordon ombilical aux anciennes puissances coloniales. Ce qui fait que la République démocratique du Congo actuelle va attacher son cordon ombilical à la mère patrie Belgique. Le Sénégal va attacher son cordon ombilical à la mère patrie France. Le Ghana va attacher son cordon ombilical à la mère patrie Angleterre. Ce qui fait que nous continuons perpétuellement d'être sous la domination de puissances qui ont voulu voir l'Afrique sombrer dans un chaos indescriptible. La raison pour laquelle nous appelons la mère patrie Afrique, c'est-à-dire que nous voulons doter une histoire, une continuité à notre existence. Nous ne voulons pas que l'existence de notre peuple ou l'existence de nos États soit affiliée à une naissance coloniale. Et c'est ce que nous refusons pour dire aux tenants de cette idéologie que l'Afrique a bel et bien existé. L'Afrique continue à exister et l'Afrique, dans son parcours, a malencontreusement croisé les puissances obscures, néfastes et coloniales, qui est un détail ou un moment, je dirais, douloureux de notre histoire. Mais cela n'est nullement une raison pour nous de pouvoir s'asseoir sur ces bases et de pouvoir nous revendiquer d'une légitimité venant de la colonisation ou héritée de la colonisation. En ce qui concerne l'UDC, nous sommes un mouvement aujourd'hui qui continue, comme vous l'avez si bien dit, à recruter, parce que c'est dans les actions, c'est dans notre marche vers la conquête véritable de notre liberté que nous sommes en train de recruter. Nous sommes en train d'ouvrir les portes pour permettre à ceux, fils et à ces filles dignes de la mère patrie africaine, qui sont animés de cette volonté de voir cette Afrique digne, respectée et libre, de pouvoir s'exprimer. À ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont rêvé toujours de pouvoir agir pour notre mère patrie. À ceux qui ont une contribution de quelque nature que ce soit à donner pour l'émergence d'une Afrique digne, pour combattre les forces néocoloniales, les forces coloniales et les forces impérialistes, l'UDC est en train de permettre à ceux-là d'avoir, si j'ose dire, un outil efficace d'action. Donc, c'est ce qui nous oblige peut-être de dire que nous sommes en train de recruter, nous sommes non seulement sur l'espace européen, mais aussi africain, qui d'ailleurs, je pense que si tout va bien, les gens verront d'ici quelques jours, nous appellerons à la manifestation et à la mobilisation générale de notre peuple. Et cet outil justement qui permet de combattre le colonialisme et le néocolonialisme, c'est un outil, c'est une armée avec avec des chars de combat, des fusils à feu comme nous la connaissons un peu partout, où c'est tout un autre état d'esprit en fait. Oui, nous avions l'habitude de définir l'UDC comme une arme anticoloniale et anti-néocoloniale. Vous savez que la parole est pour nous une arme très efficace. Nous n'avions pas eu besoin peut-être de recourir aux armes à feu avec Patrice Lumumba pour déstabiliser toute une histoire cousue, je disais, par la Belgique, une histoire, je disais, mensongère. Nous n'avions pas eu besoin peut-être de recourir aux armes à feu pour accéder à l'indépendance véritable avec l'un des porte-parole le plus éminent de notre peuple, je cite le président Ahmed Sékou Touré, comme nous n'avions pas eu besoin peut-être dans un premier temps de recourir aux armes à feu lorsque le bienheureux Boukman, qui dans votre introduction, vous l'avez bien souligné, la révolution du peuple africain en Haïti, d'où nous avons été déportés dans des terres qui ne sont même pas les nôtres. Mais ce n'est pas avec des armes à feu que nous avions eu besoin d'abord de déclencher ces processus de la révolution. C'est-à-dire c'est une arme qui peut être définie à approchée de plusieurs manières ou comprise aussi de plusieurs manières. Mais en grosso modo,
pour ne pas rentrer dans certains détails qui restent encore dans une dimension stratégique de notre mouvement, nous disons que l'UDC est une arme, est véritablement une arme. Quand nous disons une arme, c'est véritablement une arme qui s'oppose à la colonisation et au néocolonialisme, donc une arme anticoloniale et anti-néocoloniale, mais c'est aujourd'hui aussi devenu un circuit d'énergie capable de propulser la mère patrie africaine dans ses réelles dimensions, mais aussi l'homme et la femme noire, jadis humiliés, dans sa dignité perdue, dans sa dignité véritable, je disais, retrouvée et reconquise. Alors, pourquoi l'UDC ne va pas se joindre à des mouvements ou des partis politiques qui existent déjà, qui peut-être étaient aussi dans cette démarche-là de la reconquête un peu de notre pouvoir à totalité? L'UDC, je disais que c'est une plateforme d'abord panafricaine. En étant une plateforme au sein de l'UDC, il y a plusieurs associations, plusieurs groupes et plusieurs mouvements politiques même avec lesquels nous travaillons, qui sont dans notre plateforme. Mais il s'est fait aussi que l'UDC fait partie ou intègre beaucoup de structures panafricaines, des plateformes de travail. Il y a la plateforme de mutualisation où l'UDC se retrouve avec de l'amical panafricain, avec le mouvement pour la libération, contre la confiscation de la démocratie au Burundi, avec tant d'autres structures panafricaines, une soixantaine de structures. L'UDC se retrouve aussi dans une plateforme panafricaine, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté, avec des mouvements congolais tels que le RCK, avec le JCK, l'amicale de nos compatriotes de Congo-Brazzaville, avec autant de mouvements collectifs aux arts, il y a autant de mouvements. Nous essayons d'une manière ou d'une autre de pouvoir élargir tant bien que mal les possibilités pouvant nous permettre de travailler en concertation, de travailler en synergie avec beaucoup de mouvements. D'ailleurs aussi, il y a la plupart de mouvements issus de la résistance panafricaine et ivoirienne, Free Gbagbo, de mouvements comme la CODECI, CRI panafricain, avec lequel nous essayons de temps en temps de pouvoir adjoindre nos efforts, mettre en commun nos efforts pour travailler pour cette unité, d'abord donner l'essence même de notre structure, unité, donc pour arriver à cette unité perdue de notre chère et mère patrie l'Afrique. Donc nous sommes bien évidemment élargis dans beaucoup de structures et de plateformes panafricaines dans ce sens de travailler ensemble, parce que nous avions pu constater et nous pouvons aujourd'hui dire que le moment est venu où notre peuple doit être habité par une conscience qui nous oblige de se rassembler, de s'unir et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, d'ailleurs qui sont des problèmes conjoints et des problèmes communs auxquels nous sommes confrontés. Alors, cette lutte de l'UDC avec d'autres structures se résume à quoi? À des actions coup de poing comme on l'a connu là récemment, le 20 dernier, à l'ambassade du Maroc, où il y a aussi d'autres moyens que vous mettez en place pour éveiller ou élever cette conscience du peuple africain face à son destin. À travers nos actions coup de poing, nous avions donné naissance à une nouvelle forme de la diplomatie. Dans le cas classique, vous savez que la diplomatie s'effectue avec, vous écrivez une lettre, comme on nous a appris poliment, à son excellence, monsieur l'ambassadeur, vous êtes reçu, vous faites ceci. L'UDC aujourd'hui a compris qu'il fallait aller dans une nouvelle forme de diplomatie. Je vous rappelle que notre mouvement porte en son sein aussi le courage, unité, dignité, courage. Nous avions appris de Patrice Lumumba que le courage est une vertu, qu'il faut placer au-dessus de toute exigence protocolaire, diplomatique, politique même et économique. Vous avez vu lors du meeting du 30 juin, le discours du 30 juin, lors de la cérémonie de l'indépendance, Patrice Lumumba a placé le courage au-dessus de toute exigence protocolaire pour s'adresser à la nation, au monde entier, non seulement au roi des Belges. Donc l'UDC, à travers ses actions coup de poing, a mis en place une nouvelle diplomatie. Une façon aujourd'hui qui nous oblige de transcender toutes les exigences protocolaires et diplomatiques lorsque nous sentons que la dignité qui est nôtre est bafouée. Et sans le moindre remords de celui qui mène cette entreprise ô combien machiavélique. Nous sommes allés à l'ambassade du Liban pour rappeler à l'ordre des Libanais avec cette politique qu'ils ont mis en place, structurelle même, je dirais, de pouvoir humilier systématiquement la femme et l'homme noir. Nous sommes allés récemment, la toute dernière sortie à l'ambassade du Maroc, parce qu'il fallait rappeler au Maroc d'arrêter sa politique d'expansion coloniale, mais aussi pour empêcher le Maroc de continuer à pouvoir voler la vie des millions et des milliers de fils et filles dignes de notre peuple qui qualifie injustement des migrants, comme hier ils nous ont qualifiés d'esclaves ou des nègres.
Ce genre de comportement, nous le combattons avec notre nouvelle forme de diplomatie. Mais cela ne met pas de côté ce qui est une nouvelle forme, encore une autre façon pour nous d'agir. Nous sommes dans des mobilisations, des grandes mobilisations de marches dans des rues. Vous nous avez vu au mois de novembre, comme je disais, avec la plateforme l'Afrique s'est mobilisée pour sa souveraineté. Nous étions dans les rues de Paris le 8 mai, où nous avions appelé à la destruction de l'un des piliers qui tient la maison coloniale et impériale, à savoir l'armée française, parce qu'il y en a deux piliers, l'autre qu'est le franc CFA. D'ailleurs, le 31 octobre, nous appelons à une nouvelle mobilisation, une manifestation, pour la première fois en France, en Auvergne, devant l'imprimerie Chamaillère, où est imprimé le billet de franc CFA. Au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui dans une série de formations où nous sommes en train de rendre à notre peuple ce qu'il appartient, ce qui lui permettra d'être guidé vers cette lutte noble pour la conquête de notre dignité perdue. À travers ces formations, l'UDC est en train de rendre au peuple africain, à travers son gouvernement que nous appelons le gouvernement du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont présents tous les jours pour suivre cette formation chaque dimanche à Courbevoie, d'où nous essayons d'évoquer de manière théorique et pratique, de manière active et participative, une formation qui permettra à notre peuple de s'engager frontalement contre le néocolonialisme, contre la colonisation, dans toutes ses formes et dans toutes ses ramifications. Et au-delà de ça, il y a tellement de mobilisations. D'ici quelques jours, nous allons lancer la sortie officielle de notre livre, Les tambours achevés de la Révolution africaine. Ces tambours, je pense que tous les Africains partout sur la terre entendront le son de ces tambours, parce que ça sera la boussole qui va nous guider maintenant sur la ligne droite vers la conquête définitive de notre liberté et de la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. Il y a autant de formes d'action, autant nous étions d'ici quelques temps aussi dans des micro-trottoirs où nous avions essayé de rentrer en contact direct avec le peuple. Nous avions beaucoup appris, nous avions vibré avec notre peuple, nous avions partagé les réalités quotidiennes de notre peuple. Et bientôt nous allons nous étendre sur la mère patrie africaine, nous allons refaire la même mobilisation pour permettre à notre peuple d'atteindre cette conscience politique qui nous manque pour définitivement devenir des nations libres et des peuples libres. Ces actions coup de poing vous valent quand même la réputation d'être un groupuscule violent, raciste, xénophobe et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Nous avions, dans notre point de presse, essayé de clarifier ces points. À chaque fois que notre peuple a entamé une démarche de libération, nous avons toujours souffert des étiquettes. Ces étiquettes des racistes, radicales, extrémistes, nous sommes habitués. Mais cela n'est nullement une raison pour nous de changer notre tactique, parce que c'est une nouveauté que nous amenons dans la modalité ou dans la façon d'agir, où nous touchons directement. À chaque fois que nous mettons de pied dans une ambassade, l'ambassadeur est vu. Nous voyons l'ambassadeur, il est là et nous le parlons directement. Et il s'est fait que cela entraîne une réaction immédiate, non seulement de l'ambassadeur, mais aussi de celui qui est le représentant numéro 1 de celui-là, pardon, celui qui le représente, c'est-à-dire le chef de l'État ou dans le cas du Maroc, le roi du Maroc, qui a été ipso facto saisi de notre présence et qui d'ailleurs s'est saisi lui-même selon les informations qu'on a de ces dossiers et qui a promis, si j'ose dire, une sanction sévère, mais qui pour nous est une distraction. Donc, ceci étant dit que ça nous permet d'être en contact direct avec ceux-là et de nous permettre d'avancer et d'agir efficacement. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a tous ces mouvements coup de poing dans les ambassades à Paris et tout ça. Même dans la communauté congolaise, africaine et tout, on a toujours eu cette remarque-là. Pourquoi vous n'allez pas faire votre mouvement, vos revendications sur place, combattre sur place, au lieu de prendre la tête aux gens ici, dans des marches, dans des mémos, tout ça? Pourquoi vous ne rentrez pas dans cette ligne de conduite-là? L'ennemi ne peut pas nous donner une ligne de conduite ou une boussole à suivre. Pourquoi on nous demande d'aller là-bas pour combattre là-bas? C'est que ici nous dérangeons. N'eût été le cas aujourd'hui avec toutes les pressions que nous subissons des autorités françaises, tous les châtiments administratifs dont nous sommes aujourd'hui victimes, toutes les descentes et les perquisitions dont nous sommes victimes, démontrent combien est-ce que nous sommes en train de déranger et combien est-ce que nous sommes infiltrés d'une manière ou d'une autre. Et les informations qui sont à notre possession, nous savons les moyens que l'État français et les gouvernements européens ont mis en place pour essayer d'étouffer et, si j'ose dire, de punir sévèrement. Nous avions raté, ils nous ont failli nous avoir dans le mail du filet lorsque nous sommes allés récemment à Bruxelles, raison pour laquelle même les images n'ont pas été diffusées de l'action qui a été menée à Bruxelles. Donc il y a une dimension de choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas l'ennemi ni l'adversaire qui va détailler à l'UDC à quand, à quel moment et quel terrain aller. C'est nous qui définissons les règles du jeu. Dorénavant, c'est nous qui disons où et quand.
lorsque le moment sera venu pour nous d'aller frapper véritablement sur la terre qui est nôtre, les gens sentiront et entendront le son de ces tambours, comme nous l'avions déjà fait, et nous continuerons de le faire. Je disais que d'ici quelques temps, le peuple sera au courant de là où nous serons pour appeler notre peuple à la mobilisation. Et c'est nous qui avons la boussole, c'est nous qui définissons les règles du jeu. Donc les gens doivent s'habituer à faire comme nous le souhaitons. Les questions viendront par la suite au cours du développement. Mais ce que je pourrais demander à notre frère, c'est de savoir au stade actuel de leurs actions, est-ce qu'ils sont en contact avec les leaders politiques, les dirigeants des pays africains, ou avec des intellectuels des universités ou la société civile, ou ils sont encore dans leur laboratoire de façon clandestine. Ça m'intéressait de savoir à quel niveau se trouvent les contacts sur la mère patrie, le continent, ce qu'on appelle l'Afrique. Merci. Monsieur Azul. Merci beaucoup. À cette question, je dirais que dans un premier temps, nous sommes déjà, à chaque action que nous avions posée, ça nous a ouvert les portes de mouvements de lutte d'abord. De mouvements qui ont pignon sur rue et qui militent dans le même sens que nous, c'est-à-dire d'aboutir à la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Et la plupart de ces mouvements avec lesquels aujourd'hui nous travaillons, qui d'ailleurs, dernier en date après l'action du Maroc, il y en a eu aussi pas mal du côté de l'Afrique, de notre partie nord de l'Afrique. Donc il y a autant de mouvements d'abord, ce qui nous intéresse, et de deux, il y a bien évidemment à travers le peuple une représentation au sein des universités et consorts où nous avons beaucoup recruté, si j'ose dire, des représentants du mouvement qui aujourd'hui portent la voix là-bas sur le terrain. Donc il y a ces deux piliers-là que nous privilégions d'abord, à savoir les structures et le mouvement que je diffère avec, je distingue avec le mouvement ou le parti d'opposition, mais qui sont des structures à vocation panafricaine et qui militent dans ce sens pour la libération de notre mère patrie l'Afrique, mais aussi une jeunesse aujourd'hui présente dans les universités qui, de là-bas à ici, c'est-à-dire quand je dis à ici, il y a de beaucoup qui sont dans des universités américaines, russes, turques, mais aussi des universités africaines, qui sont aujourd'hui, si j'ose dire, le pas tournant du message de l'UDC. C'est ça qui consiste d'abord nos priorités, avant de basculer avec certains contacts timides qui viennent des autorités X ou Y, mais qui sont pour nous des relations à ne pas encore privilégiées, d'autant plus que nous savons la manière dont la plupart de ces dirigeants sont en train de conduire ou de diriger les affaires dans l'ensemble de notre même patrie africaine. Alors, parce que le monsieur, il a bien parlé par rapport au... il nous a un peu fait voir comment il conçoit un peu l'Afrique, les nations et tout. Moi, je pose toujours cette question aux politiciens africains, surtout congolais, quand ils viennent à la radio. Je leur pose la question, monsieur, quelle est votre politique par rapport à la conférence de Berlin? Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu répondre, sauf le monsieur. Je lui ai même pas posé cette question, mais en se présentant, il a un peu expliqué quelle serait leur politique par rapport au colonialisme, par rapport au néocolonialisme et par rapport à l'impérialisme. Et ça m'a vraiment plu. Et maintenant, ma question personnelle serait de savoir, monsieur, cher frère, quelle est votre position ou votre politique, pas stratégie, parce que là, il faut pas la dire à la radio, n'est-ce pas, par rapport aux sociétés secrètes. Et surtout par rapport à l'occultisme. Parce que vous n'ignorez pas, en vous écoutant là, je me suis rendu compte que vous connaissez vraiment beaucoup, que la politique, elle est surtout guidée par l'occultisme, par les sociétés secrètes. C'est ces gens-là, c'est pas les ambassades, c'est pas les parlements, c'est pas les ministères. Vous voyez? Alors, j'aimerais un peu savoir comment vous vous positionnez par rapport à ces réalités-là qui, pour moi, sont des réalités plus importantes encore. Merci. Merci beaucoup et bonsoir aux frères. Si j'ose dire, c'est une question qui est un peu, je dirais, très délicate dans le sens où la question sort un peu dans le cadre temporel de choses. Parce que lorsque nous militons, nous avions l'habitude de faire face au sujet, aux questions temporelles. C'est-à-dire que la matérialité de choses dont nous avions la facilité de résoudre, de discuter. Mais bon, il s'est fait que dans les sociétés secrètes, il y a une dimension intemporelle, si j'ose dire spirituelle des choses.
il serait très difficile pour nous de nous prononcer sur ces questions spirituelles. Mais ce que je sache, les sociétés secrètes qui élaborent comme étant des structures capables de dispenser une connaissance ou une intelligence ou peut-être de faire jaillir la lumière là où règnent les ténèbres, nous ne pouvons que soutenir ces genres d'initiatives qui permettent à la personne humaine de pouvoir avoir accès à une dimension de connaissance de lumière. Mais si ces sociétés secrètes deviennent des agences ou des laboratoires qui sont censés détruire systématiquement la vie de l'autre, plonger notre mère patrie, l'Afrique, dans des idéologies venues d'autres cieux qui sont des idéologies aliénantes et polluantes qui aujourd'hui même ont des conséquences désastreuses sur notre vie, notre identité, notre dignité. Je puis vous assurer que de la même manière que nous sommes en train de mener ces actions par rapport à ceux qui sont des structures, si j'ose dire, temporaires, c'est de la même manière que nous mènerons des actions pour dénoncer dénoncer ce genre de pratiques. D'ailleurs, en parlant de ça, nous avions aligné d'ici quelques temps une action. Donc, je ne rentre pas dans des détails parce que c'est une action qui sera faite par rapport à certaines sociétés secrètes qui ont sacrifié de vies humaines au Gabon. C'est devenu aujourd'hui une monnaie courante chez certains, entre guillemets, politiciens qui se permettent le droit de concevoir la politique comme étant un moyen par excellence pour sacrifier de vies humaines. Nous avions stratégiquement réfléchi sur ces questions et dans les jours à venir, je pense que le son du tambour sera entendu par rapport à ces questions. Donc, de manière générale, c'est ainsi que je pourrais jusque-là vous répondre sur ces questions. Vous êtes en direct sur la www.radiolissolo.com. Tu es un leader. Je suis un leader. Je suis un leader dans ce que je fais. Analyser sans passion, sans parti pris ni émotion. Je suis l'avenir. Car l'émotion, le parti pris et la passion sont les ennemis du débat. Je suis un leader. Seule une analyse avec raison nous propulsera vers l'avenir. Nous sommes de cette génération des leaders. Une émission de la www.radiolissolo.com. Présentée par Soleil Pouloulou.